Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de votre podcast favori. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu tendance depuis quelques temps, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utile? Est-ce que c'est que du hype? Comment ça peut être utilisé? Qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc on va passer un petit moment ensemble, ça va être très bien. On a un invité qui va parler de ça avec beaucoup d'expertise, on va le présenter tout à l'heure. Et puis vous aurez pu voir, on a fait quelques petits aménagements, changement de setup, nouvelles lunettes aussi, ça rend un peu plus joli j'espère. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur, la chance, le bonheur d'avoir Thomas Arnaud avec nous. Thomas, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour Vincent, donc Thomas Arnaud, moi je suis chez Centrion depuis 6 ans et je suis dans l'équipe qui travaille sur les innovations au sein des produits de Centrion. Donc, tu as déjà un petit peu touché le sujet de l'intelligence artificielle, ça évoque quelque chose. C'est un sujet qu'on manipule et qu'on essaye d'intégrer au mieux dans les produits de Centrion. D'accord. On va voir tout ça dans quelques instants. Avant, on va juste partager deux, trois petites actualités. Déjà, une toute petite actualité, un petit peu anecdotique, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est un collègue qui nous en a parlé aujourd'hui même. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus anciens que d'autres, vous connaissez peut-être le lecteur Winamp, un lecteur qui permettait d'écouter des MP3, qui a été très très utilisé. Je pense que tous les gens qui l'ont utilisé ont une certaine nostalgie rien qu'en y pensant, parce que c'était une interface assez spécifique. Ça a été racheté et re-racheté, revendu, re-racheté. Enfin, ça a beaucoup circulé depuis le début des années 2000. Et là, la société qui est propriétaire de Winamp avait souhaité rendre le projet open source, donc ils l'ont rendu open source, mais avec une licence qui interdisait le droit de forker, donc le droit de faire ce qu'on peut faire avec de l'open source d'habitude. Donc c'était assez paradoxal, donc un petit fiasco sur l'open source qui nous rappelle que c'est un monde qui est pas aussi simple qu'on le croit. On peut pas aller aussi facilement en publier quelque chose et croire que tout va bien se passer sans faire un minimum attention au sujet. Et donc chez Centrion, on est très attaché à ça, donc c'est pour ça que je me permettais d'y faire référence. Et une seconde actualité qui, on va voir, va nous introduire un petit peu le sujet du jour. Ce sont les prix Nobel 2024. Il y a eu 2 petites surprises cette année, prix Nobel de physique et prix Nobel de chimie. Moi, je te laisse parler du prix Nobel de physique, peut-être, Thomas? Oui, effectivement. Donc, cette année, le prix Nobel de physique a été donné non pas à des physiciens, comme ça semble être a priori relativement naturel, mais à des informaticiens. Donc, John Offield et Geoffrey Hinton, qui travaillent sur justement les intelligences artificielles. Donc, il y en a un qui a été le précurseur dans la construction des réseaux de neurones et l'autre qui a travaillé sur le deep learning. Et mais pourquoi est-ce qu'ils ont obtenu ce prix? Essentiellement parce que effectivement leurs travaux sont grandement utilisés dans le domaine de la science en général et de la physique en particulier, et aujourd'hui sont au cœur d'énormément de recherches fondamentales dans ces secteurs. Et donc, ils ont été récompensés, bien que n'ayant pas particulièrement travaillé sur des sciences physiques. D'accord. Et on a aussi le prix Nobel de chimie 2024 qui a été décerné à 3 personnes. Alors moi, je ne suis pas aussi bon élève que toi, Thomas, j'ai pas tous les noms. Mais donc il y a un chimiste et puis 2 informaticiens, dont Demis Hassabis qui travaille chez DeepMind, qui est une grande société dans le monde de l'intelligence artificielle, parce que ils ont travaillé sur des outils qui permettent en fait de concevoir des nouvelles protéines, ce qui est une petite révolution en chimie, parce que c'est quelque chose qui est censé être extrêmement compliqué. Et donc là, on retrouve un thème, en fait, 2 prix Nobel sur des sciences qui n'auront a priori rien à voir avec l'intelligence artificielle, où en fait, on a des informaticiens qui reçoivent le prix Nobel. Et puis alors Demis Hassabis, je crois qu'il a 48 ans, donc en plus un prix Nobel à 48 ans. Généralement, ce sont des personnes qui sont en fin de carrière qui reçoivent le prix Nobel. C'est assez remarquable. Donc le thème du jour,
Il est vraiment en plein dans le sujet. Et je vais me permettre de rebondir là-dessus pour enchaîner du coup. Demis Hassabis, donc, est un des très grands noms dans le monde de l'intelligence artificielle, encore une fois chez DeepMind. Il a commencé sa carrière en tant que programmeur. Et encore une fois, ça va pas rajeunir tout le monde. Dans les années 90, il a travaillé notamment sur un jeu vidéo, Theme Park en anglais. Et moi, ça tout de suite, ça m'a fait penser. Oui, effectivement, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, parce que je ne suis pas si vieux que ça non plus. La première fois que j'ai entendu parler d'IA, d'intelligence artificielle, c'était dans le contexte des jeux vidéo. C'était l'ordinateur, l'adversaire. Est-ce que c'était vraiment de l'IA, Thomas? Est-ce qu'on peut parler d'IA? C'est normal? Ouais, c'est une bonne question. Alors, la définition de l'intelligence artificielle, elle peut être relativement floue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence artificielle, certaines personnes qui pensent que l'intelligence artificielle, ça arrivera le jour où on arrivera à fabriquer quelque chose capable de penser comme un être humain. Donc aujourd'hui, clairement, il s'agit de pas ça, hein, donc ce qu'on appelle les AGI, donc intelligence artificielle de niveau général. À la base, donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été théorisé déjà par Alan Turing dans les années 40-50. C'est les travaux sur la base desquels ensuite des ingénieurs ont travaillé à fabriquer des systèmes, donc les informaticiens essentiellement, donc déjà inventer l'informatique et ensuite ces fameuses qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Donc il y a eu un certain nombre d'étapes. Donc on peut citer par exemple Deep Blue, donc l'intelligence artificielle qui a battu Garry Kasparov, effectivement, dans les années 90, qui a été un peu un jalon. Donc il y avait déjà effectivement dans le jeu vidéo, notamment dans les jeux d'échecs, donc on appelait déjà ça des intelligences artificielles qui progressaient petit à petit. Et puis aujourd'hui, voilà, ces intelligences ont gagné encore en puissance, en capacité, on peut dire presque d'intelligence, effectivement, de calcul et puis d'inventivité, jusqu'à des choses beaucoup plus récentes et beaucoup plus. Enfin, tu évoquais par exemple dans les protéines, donc le calcul des repliements de protéines, Google qui a avec DeepFold donc a réussi à révolutionner cette science-là pour aider tout le secteur pharmacologie pour arriver à inventer des médicaments capables de lutter contre des maladies contre lesquelles on n'était pas capable de lutter auparavant. On peut citer AlphaGo évidemment aussi, qui est encore un autre niveau d'intelligence. AlphaGo, c'est une solution qui permet de jouer au Go. C'est ça, voilà. Et le jeu de Go est beaucoup plus complexe pour un ordinateur que les échecs. Tout à fait. Donc, et la particularité de ces technologies-là, c'est que c'est des technologies qui se basent sur de l'apprentissage, en fait, qui sont capables de prendre un très très grand nombre, par exemple, de parties de jeux de Go et d'en inférer quelle est la bonne stratégie à tout moment, et capable même d'inventer des stratégies qui n'avaient jamais été jouées auparavant, parfois anticipation du comportement de son adversaire, donc a priori l'être humain. Voilà, donc effectivement, juste pour ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le jeu de Go effectivement est assez particulier. Quand on parle de Deep Blue, donc les échecs, c'était fin des années 90 de mémoire. Deep Blue, c'était IBM d'ailleurs, je crois. Tout à fait. IBM qui a fait Watson aussi. Pour ceux qui connaissent pas Watson, c'est une grosse machine qui a joué à Jeopardy, qui a été très très bonne à Jeopardy. Et AlphaGo, par contre, c'était, je crois qu'AlphaGo a battu les champions de Go, c'était il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Oui, ça. Donc il y a quand même 20 ans d'écart entre les échecs et Go. Oui. Et donc oui, la particularité, c'est que la plupart des spécialistes du domaine, je suis pas un champion de Go du tout, pensaient que ce serait impossible qu'une intelligence artificielle puisse battre un joueur de Go, du fait que ça nécessitait des capacités cognitives extrêmement particulières. Et donc ça a stupéfié quand même pas mal de monde de voir que même les meilleurs joueurs de Go au monde pouvaient être battus, et aujourd'hui le sont de manière quasi systématique. D'accord. Et là, on parle de jeux échecs. Go, donc c'est des jeux un petit peu de plateau où il faut, entre guillemets, simplement déplacer des pièces. Je dis simplement parce qu'il y a quand même une petite part de stratégie, mine de rien. Mais notamment, DeepMind a aussi travaillé sur d'autres jeux vidéo, que ce soit, je crois, StarCraft ou des jeux de FPS. Ouais, tout à fait, oui. Donc, alors là, c'est aussi remarquable, c'est par exemple donc des jeux d'équipe, par exemple, où l'intelligence artificielle est capable de décider de sacrifier un personnage dans une circonstance particulière parce qu'elle estime que ça va lui apporter un bénéfice. Donc, elle est capable d'appliquer des méthodes que spontanément les êtres humains ont beaucoup plus de mal à. Oui, ça pose des questions un petit peu éthiques. Exactement. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Effectivement. Tout à fait.
Je rembobine juste sur quelque chose. Tu disais l'intelligence artificielle, ça a pu commencer avec Alan Turing. Alan Turing, c'était un mathématicien, sauf erreur de ma part. Ah oui, tout à fait. Mathématiciens, pour ceux qui ne le savent pas, ne peuvent pas avoir de prix Nobel. Donc il y a un prix Turing pour l'informatique. Et là, on parlait d'informaticiens qui ont le prix Nobel. Donc c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Une sorte de boucle qui n'est pas censée exister, qui a eu lieu. Ok, donc là, effectivement, on a vu que l'IA, ça a commencé au niveau de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940. Ça a des racines qui vont jusque-là. On a vu toutes certaines étapes. Effectivement, je pense que Deep Blue, c'était un point marquant parce que c'était la première fois qu'il y a eu de la grosse visibilité sur une machine qui bat l'homme. C'était très marquant. Effectivement, AlphaGo, c'est aussi, je me souviens, c'était quelque chose, les gens ne croyaient pas que ce serait possible. Ça a été possible. Donc, toutes ces barrières, elles sont tombées au fur et à mesure. Par contre, maintenant, quand on parle d'IA, on parle de ChatGPT, ce genre de choses-là. C'est une catégorie un petit peu spéciale. C'est de l'IA générative. Oui, effectivement. Donc, c'est encore une nouvelle étape effectivement franchie dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc des IA génératives. Donc là, effectivement, c'est la capacité d'intégrer d'énormes quantités d'informations et d'ensuite effectivement les analyser. Donc, on fait notamment beaucoup d'analyse de langage naturel et puis on est maintenant même capable, dans le cas d'exemples comme ChatGPT, Claude, d'Anthropic ou bien d'autres algorithmes du même genre, d'avoir une conversation avec une intelligence artificielle qui ressemble à s'y méprendre à une conversation avec un être humain, au point que aujourd'hui, effectivement, ça serait difficile d'arriver avec le test de Turing à qualifier en fait une intelligence, qu'elle est artificielle ou pas, voilà, avec les critères que Turing lui-même pouvait avoir au moment où il a théorisé ce test-là. C'est vrai que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les performances de ces moteurs, ces modèles, et notamment ils se regardent souvent les tests académiques qui peuvent exister, notamment aux États-Unis où c'est toujours plutôt des QCM plus qu'autre chose, ou des petites choses à rédiger. Et à chaque fois, on voit que ça obtient des résultats qui sont très 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 bons. Donc, on peut se poser la question effectivement, est-ce qu'ils sont pas vraiment intelligents, quoi. Ça peut poser cette question-là. Après, est-ce que c'est quand même de l'intelligence au sens humain tout ça, ou c'est autre chose? Alors, ça reste des machines avec des capacités de calcul incroyables qui vont même bien au-delà de la capacité humaine, mais c'est des machines sans forcément sens moral, sans forcément de capacité cognitive, d'intuition ou d'émotion, évidemment, comme un être humain. Et à titre personnel, je pense pas qu'on puisse qualifier une intelligence sans ces éléments-là. Ça fait encore partie de la définition. Donc le terme intelligence artificielle, c'est un petit peu abusif comme terme, d'une certaine façon. Oui, enfin, après, c'est la sémantique, mais effectivement, il y a bien une barrière encore aujourd'hui entre ces intelligences artificielles et puis ce qu'on connaît de l'intelligence mais en tant qu'être humain. C'est pas de l'intelligence au sens humain, mais c'est de l'intelligence dans un autre sens, parce qu'ils arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Ah, tout à fait. Et donc, alors là, pour le coup, ils peuvent être de calcul à l'échelle d'ordre de grandeur gigantesque, capable de faire des calculs qu'on est absolument incapable de faire nous-mêmes. D'accord. Et du coup, j'aurais bien du mal à dire qu'une calculatrice est intelligente. Pourtant, elle est déjà capable de faire des calculs extrêmement plus évolués que ce que moi je c'est vrai que juste le calcul mental, on n'est pas forcément tous très 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 bons en calcul mental, même si moi je me débrouille plutôt pas mal. Donc, là, on était un petit peu sur quelque chose d'assez théorique, générique. Concrètement, là, on voit bien, ok, ChatGPT, je peux lui poser une question, il me répond, c'est bien, ça m'aide, mais bon, c'est du gain de temps. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une si grosse différence? Est-ce qu'on a des exemples d'applications de l'IA qui sont vraiment, je veux dire, transformatrices? Oui. Enfin, des exemples transformateurs plutôt. Alors du coup, de manière générale, donc, effectivement, dans des choses remarquables, j'évoquais tout à l'heure DeepFold, par exemple, qui est capable de faire des calculs prédictifs de comment va se replier une protéine. Donc ça aide le domaine médical énormément. On va avoir des choses
peut-être donc par exemple Google va utiliser des intelligences artificielles pour optimiser sa consommation d'énergie dans ses data centers. Donc ça, ils vont utiliser toutes sortes d'informations, de métriques qu'ils vont capter et baser là-dessus en inférer des optimisations dans la consommation énergétique de leur data center. Et après, on a d'autres exemples dans le domaine technologique, comme par exemple Uber, qui utilise également, donc ils ont un système qu'ils appellent Michelangelo, qui permet de faire des prévisions en fait de besoins de charge sur leur système d'information. Donc l'idée derrière, c'est que ils ont par exemple une saisonnalité assez classique. Il y a des moments de la journée où il y a plus de charge que d'autres. Ça, ils le connaissent assez bien. Ça fait longtemps qu'ils savent l'anticiper. Mais il y a toujours des événements complémentaires, parfois prévisibles assez tardivement, comme la météo par exemple, où il y a des événements tout à fait bien prévisibles, comme par exemple un match de foot, finale de Champions League ou je ne sais quoi. Et donc Michelangelo est capable d'engranger en fait l'ensemble de ces éléments et d'en inférer le système localement en plus, parce que tout ça va changer d'un endroit à l'autre. À Paris, ce sera pas la même chose qu'à Lyon par exemple, ou ailleurs. Combien il y aura de clients qui vont être sur le système en train de passer des commandes, combien il y aura de livreurs auxquels il faudra informer, ou plutôt de personnes qui devront transporter. Après, ça touche plusieurs sociétés. Et donc, du coup, la charge sur le système d'information va être plus ou moins élevée. Et du coup, ils devinent ou ils anticipent cette charge grâce à ces algorithmes qu'ils ont mis en place dans Michelangelo. Et un autre exemple, toujours dans le domaine technologique, donc Microsoft, qui avait été l'objet d'une attaque Nobelium, donc un virus sur Azure. En fait, à l'origine, la détection de l'attaque a été faite grâce à des intelligences artificielles, en fait, qui observent leur système d'information de manière systématique et qui avaient réussi à détecter des signaux qui avaient, qui étaient la trace manifeste donc de ce virus qui ensuite a pu être éradiqué avant qu'il fasse trop de dégâts. Donc ça, c'est quelque chose qu'en fait un humain aurait eu du mal à faire voir, tous ces signaux faibles qui oui, tout à fait. Essaient de faire le lien entre eux. Déjà, la quantité d'informations qui est gigantesque. Exactement. Puis après, les relier entre eux. C'est la force de ces intelligences, c'est être capable dans une masse d'informations énorme d'extraire quelques signaux relativement faibles, effectivement, qui sont les signes avant-coureurs de quelque chose. Alors, dans le cas de Microsoft, effectivement, de quelque chose de dramatique qui est peut-être en train d'avoir lieu et donc de pouvoir l'anticiper. Et dans le cas d'Uber, effectivement, de mieux anticiper la charge qu'il va avoir probablement en fonction du contexte. D'accord. Et donc là, on parlait de cas d'usage dans le monde plutôt technologique. Est-ce que dans la vie réelle aussi, je veux dire réel, c'est déjà le monde réel, mais le monde non technologique, est-ce qu'on a des petits exemples sympas? Alors. Moi, j'en ai un, sinon. Vas-y. J'en ai un. C'est. Je pense que tout le monde ne connaît pas, mais quelqu'un qui s'appelle Nat Friedman, qui était le PDG de GitHub à une époque, que j'ai pu rencontrer par le passé, qui a lancé un concours il y a à peu près un an pour déchiffrer des parchemins qui ont été découverts. Ils étaient toujours dans une sorte de coffret, je ne sais pas ce que c'était exactement. Ils avaient été un petit peu gelés dans le temps par l'éruption du Vésuve. Et en fait, si on ouvrait le coffret, on savait que les parchemins, ils allaient s'effriter et disparaître. Donc les gens voulaient lire un petit peu ce qu'il y avait sur ces parchemins, mais en même temps, ils pouvaient pas ouvrir le coffret. Donc ils ont scanné tout ça avec des machines type IRM, j'en sais rien, je connais pas le détail. Et puis, ils ont ouvert un concours et c'est des étudiants qui ont utilisé des technologies d'intelligence artificielle pour déchiffrer, faire la différence avec les scans entre ce qui était un caractère donc qui était un peu plus sombre et ce qui n'était que le bout de parchemin. Ils ont commencé au bout d'un moment à trouver un mot, puis après à réussir à tout déchiffrer. Et c'était un texte philosophique, alors pas forcément un des plus marquants qui existent, mais un texte qui n'avait jamais été lu auparavant, de notre temps en tout cas. Donc c'est un exemple assez concret de cas. On parlait de protéines tout à l'heure sur effectivement le monde scientifique. Encore une fois ici pour la recherche, pour découvrir des choses qu'on ne sait pas faire autrement. Ça nous aide à déchiffrer des choses.
tout à l'heure, on parlait dans les jeux vidéo l'intelligence artificielle qui est prête à sacrifier des personnages, faire de prendre des décisions qui peuvent être difficiles pour un humain. Donc ça, c'est des questions qui deviennent vite éthiques. Je sais pas, est-ce que tu as une opinion sur ce sujet? Est-ce que ça, qu'est-ce que tu vois comme danger ou comme point d'attention à avoir par rapport à ça? Oui, aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, on peut entendre parler, par exemple, de drones militaires, notamment. Donc, par exemple, pendant la guerre actuelle en Ukraine, qui, pour certains d'entre eux, sont effectivement autonomes, capables de décider de déclencher une attaque en fonction d'informations. C'est effectivement éthiquement largement contestable et débattable. Donc ça pose des questions, effectivement, pas forcément tranchées par la communauté scientifique sur jusqu'où on doit aller. Est-ce qu'il y a des garde-fous qu'on doit mettre en place? Il y a un certain nombre de gens, notamment des philosophes, qui réfléchissent à qu'est-ce que serait le monde s'il y avait aucun contrôle sur les intelligences artificielles, si elles continuent à se développer avec des buts qui sont pas forcément des buts avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec un sens moral, avec un objectif moral. Donc il y en a notamment un qui s'appelle Nick Bostrom qui travaille beaucoup sur là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez chercher une expérience de pensée sur l'usine à trombone et dans laquelle il décrit que si on fabriquait une intelligence artificielle dont le seul but est de fabriquer des trombones et d'optimiser la fabrication de trombones, ça pourrait mener à la destruction de l'humanité. Ça paraît catastrophiste quand on dit ça. Mais bon, après voilà, ce ne sont que des expériences de pensée, mais ça nous pousse quand même à réfléchir à potentiellement l'impact poussé à l'extrême que pourraient avoir les intelligences artificielles si on n'a aucun contrôle dessus. Et là, en fait, on a tout le monde de la science-fiction qui est là aussi pour nous enrichir par rapport à ça. Oui, effectivement. Un certain nombre de livres, de films. Il y a beaucoup de films catastrophistes, ça c'est clair. C'est souvent et il y en a qui, au-delà de déclencher purement et simplement l'alarme ou de faire peur, qui ont pu essayer de poser la question de comment est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait acquérir un sens effectivement peut-être plus humain, moral. C'est là que tu vas nous parler de Daryl. Voilà, effectivement. Donc Daryl, encore quelque chose qui va pas nous rajeunir. C'est la 3e fois aujourd'hui. Donc Daryl, c'est un film effectivement des années, alors je ne saurais pas dire exactement, mais les années 80, je pense, dans lequel effectivement l'armée américaine travaille sur la conception d'un robot et dont ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à l'optimiser, ils n'arrivent pas à se faire en sorte qu'il puisse s'intégrer pour être caché dans une communauté potentiellement ennemie. Et du coup, ils décident de le lâcher dans la nature pour qu'il soit adopté en étant découvert et derrière en espérant peut-être voir comment est-ce que une fois adopté, il va pouvoir évoluer et peut-être développer certaines capacités que eux n'arrivaient pas à développer. Et donc c'est intéressant de voir effectivement. Alors évidemment c'est une histoire, mais de comment est-ce qu'on peut imaginer que l'interaction finalement entre ces intelligences artificielles et les êtres humains, là il y a peut-être une voie qui se dessine sur peut-être que c'est le moyen d'arriver à rendre les intelligences artificielles un peu moins artificielles et un peu plus humaines. Effectivement, Daryl qui est peut-être pas un si bon film que ça. Je sais pas s'il faudrait le recommander aujourd'hui. Ça a marqué beaucoup de personnes quand même, parce que effectivement on s'en souvient tous les deux. Mais je pense que ça n'a pas forcément très bien vieilli. Oui, peut-être pas. Ça c'est certain. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez sympa. On a vu pas mal de choses. Maintenant, si on parle là chez nous, chez Centrion, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA aujourd'hui? Très rapidement, parce que je pense que le sujet est vaste et donc on pourra en reparler plus en détail. Alors, du coup, nous on utilise l'intelligence artificielle pour essayer d'aider nos utilisateurs à détecter les pannes, les anticiper. Donc, la supervision telle qu'on le faisait historiquement du système d'information, on va regarder un CPU, puis on veut une alerte si jamais le seuil dépasse 80 ou 90% d'occupation ou de consommation. Aujourd'hui, on peut plus se contenter de ça. Il y a d'autres événements qui peuvent avoir lieu que l'on doit détecter, même en pleine nuit, alors qu'il ne devrait pas y avoir d'activité. Un petit soubresaut peut être l'indicateur de quelque chose d'inquiétant. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour être capable d'être un peu plus intelligent dans la détection des
anomalies en fait. Donc avec des logiques de seuil qui sont plus tout à fait fixes, mais qui sont capables d'évoluer dans le temps en fonction de la saisonnalité, etc. Donc voilà, donc ce qu'on appelle l'anomaly detection. On a également donc des analyses prédictives qui nous permettent de faire d'anticiper les besoins futurs en ressources informatiques. Donc si je regarde par exemple l'occupation de mes disques ou la consommation mémoire, CPU, etc. sur mes serveurs, je peux me dire ok, mes services ils augmentent régulièrement et puis j'ai une augmentation relativement régulière. Cette régularité, je la projette en fait, et puis du coup à partir de là, je sais que dans 6 mois j'aurai plus de stock disponible en disque ou en je ne sais quoi, et donc ça me permet de faire de l'anticipation sur mes commandes. Donc on utilise également l'intelligence artificielle ici, et on travaille également beaucoup sur toutes les technologies LLM. Donc là, l'idée, c'est d'assister l'opérateur, la personne qui est derrière l'écran sur Centrion, en train de naviguer dans sa supervision de son data center, et essayer de comprendre pourquoi il y a un incident ou découvrir une information, donc qui puisse lui parler de manière plus naturelle en fait, s'adresser à lui. C'est pas forcément toujours évident de naviguer dans un univers de millions ou de dizaines de millions de métriques suivant les cas de figure, et donc du coup lui donner le moyen par l'expression en langage naturel d'interroger tout ça. Ça, c'est un cas qui est assez intéressant parce que je me souviens avoir fait une présentation à Toulouse devant quelques utilisateurs, et justement où l'idée c'était de parler un petit peu d'IA, et je avais commencé par leur parler de l'IA générative parce que c'est ce dont on parlait en ce moment, donc tout ce qui est ChatGPT, aussi tout ce qui permet de créer des images, et c'était volontairement dans ce sens-là parce que quand on montre ça, les gens tout de suite pensent au hype. Et après, j'avais montré ces prototypes qu'on a fait en interne sur comment concrètement ces technologies on peut les utiliser sur les produits. Et les gens après m'ont dit mais effectivement, je comprends enfin pourquoi ça peut être utile dans un métier comme celui de Centrion. C'est pas que quelque chose comme ChatGPT, mais ça peut aller vraiment aider à apporter une richesse sur le métier de Centrion. Ça, c'est assez intéressant. Mais chez Centrion, on l'utilise aussi en interne, l'IA. C'est pas juste pour le produit. Oui, effectivement, on a des projets en interne, donc pour nos équipes. Donc un exemple, on a un projet qu'on appelle Neo, qui est mis à disposition de l'équipe Customer Care, le support. En fait, qui va leur permettre, quand ils reçoivent une question d'un client, de soumettre, donc ils soumettent la question à Neo pour que lui prémâche la question et essaye d'apporter une information sur, en fonction. Alors, c'est pas directement interrogé un LLM standard, il est entraîné spécifiquement, donc on utilise des RAG, donc il a une base d'entraînement particulière, et donc basé là-dessus, il est capable de répondre de manière très particulière dans le contexte du client, et d'aller donner alors à la fois parfois la réponse précise à la question, mais aussi donner plus de contexte dans lequel, par exemple, s'il s'agit d'un incident, ça peut survenir, et les pistes de résolution envisageables, etc. Il va essayer de donner un maximum de latitude et d'éléments qui vont permettre à la personne du support, du coup, de plus rapidement pouvoir répondre aux clients. Voilà. Aujourd'hui, ça reste complètement supervisé, c'est-à-dire que c'est nous qui interrogeons ça, et peut-être que demain, si à partir du moment où on estime que Neo a atteint une certaine maturité, devient je parle presque comme si c'était un être humain, mais devient suffisamment doué. Et à ce moment-là, peut-être qu'on décidera de l'ouvrir, soit sur la plateforme communautaire, ou peut-être même intégré dans le produit, à voir comment on décidera de mettre ça en place. Alors, je t'ai pas interrompu parce que tu as dit des choses un peu compliquées comme RAG, etc. Okay. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je pense que tous ces sujets-là, ça méritera d'avoir une autre session pour expliquer concrètement comment on peut utiliser ces technologies pour en faire quelque chose dans un métier comme le nôtre. Écoute, Thomas, je te remercie. C'était une très bonne discussion. J'espère que pour vous qui avez regardé ou écouté ce podcast, ça a été intéressant, enrichissant, que vous avez pu apprendre des choses, que ça peut-être démystifier un petit peu l'IA, que ça a clarifié certaines choses, que ça vous permet de mieux mesurer l'intérêt que ça peut avoir, puis les limites qui peuvent exister. On n'a pas parlé de la singularité. Peut-être pour conclure, la singularité, qu'est-ce que c'est ?
Oui, effectivement, la singularité. Parce que pour conclure, c'est bien, ça peut être la fin du monde, la singularité. Ça peut être la fin du monde, effectivement. Alors, la singularité, c'est le moment où on aura réussi à fabriquer une intelligence artificielle de niveau humain, donc avec les mêmes capacités cognitives que nous. Et là, oui, effectivement, beaucoup de gens s'inquiètent de ça parce que le jour où ça aura lieu, en fait, rien ne pourra arrêter l'intelligence artificielle de se développer par elle-même et potentiellement d'aller dans une direction tout à fait incontrôlable, quoi. Et qui est donc pas forcément positif pour l'être humain. Pas obligatoirement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pessimisme par rapport à ça. Alors, il y a une autre vision qui est vision plus optimiste. Ça peut être le paradis pour les humains parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Donc, ils sont complètement libres. Pardon là-dessus. À voir selon le fait qu'on est optimiste ou pessimiste. Chacun sa vision du sujet. Écoute, encore une fois, merci Thomas. J'espère que vous avez tous apprécié ce moment avec Thomas et avec moi. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de ce podcast. Merci. Au revoir.